Le mot d'ordre du clergé a été suivi par une frange des fidèles catholiques munis des chapelets, croix, crucifixes, bibles, drapeaux et autres effigies, emblèmes du pays qui ont donc afflué dans les rues de la capitale. Plusieurs d'entre eux étaient en direction du siège du Parlement, entendant des cantiques religieux, entrecoupés des slogans de soutien à l'armée. Seulement, cette marche, il faudra le dire, semble ne pas avoir mobilisé plus de monde comparativement aux années précédentes. Les politiques également, il faudra le dire, peinent à mobiliser des foules dans cet élan d'éveil patriotique qui invite, je vous le rappelle, les Congolais à se ranger derrière les FARDC. Comment justifier cet état de choses? C'est le premier dossier du magazine. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, malgré notre investissement et les efforts fournis dans cette optique, la paix et la sécurité ne sont pas au rendez-vous. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Après l'appel à la mobilisation générale du président de la République, plusieurs formations politiques de l'Union sacrée se sont mobilisées à travers des marches pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo et son commandant suprême. Aujourd'hui, la population veut montrer à la communauté internationale qu'on en a assez avec des guerres injustes. Des marches organisées par des partis politiques, mais également par des gouverneurs des provinces. L'essentiel aujourd'hui, c'est d'être unis pour la défense de notre pays. L'unité et l'intégrité territoriale de notre pays soient sauvegardées. Nous disons merci à l'archevêque de Bukavu et toute la population pour la mobilisation de ces jours pour interpeller la communauté internationale en complicité. Le mal est devenu profond. Les partis politiques ne mobilisent plus que leurs militants et qui sait à quel prix. Du côté de l'opposition, l'adhésion à la cause n'est pas au rendez-vous. La plupart assistent comme spectateurs. Et il faut se rabattre alors, faute de capacité, à la mobilisation générale lancée par l'Église catholique. Restons vigilants et mobilisons-nous. Avec les moyens pacifiques, nous sommes capables de faire échec à ceux qui convoitent notre beau et riche pays. Mettons-nous tous debout pour sauvegarder l'intégrité territoriale de notre pays. À cet effet, nous convions tout le monde à marcher pacifiquement le dimanche 4 décembre 2022. L'opposant Martin Fayoulou va plus loin en mobilisant pour l'Église catholique. Congolaises et Congolais, je demande à toutes et à tous de répondre massivement à l'appel de l'Église catholique de marcher dans tous les diocèses de la République ce dimanche 4 décembre 2022 contre la balkanisation de notre pays. Un tableau qui nous rappelle l'année 2017 avec les manifestations organisées par l'Église catholique où l'opposition s'était greffée pour aussi faire entendre son écho. Une chose est certaine, les voix des politiques ne portent plus, ou mieux, ne sont plus suivies. À l'issue de cette marche, on aura fait passer un message important et fort. Encore que le Rwanda veut faire croire que c'est une rébellion interne. Donc aujourd'hui, le M23 va comprendre qu'au Congo, il n'est pas voulu. Ici, il n'y a pas de parti politique. Ici, il n'y a pas d'association de mutuelles. Nous sommes Congolais devant la responsabilité qui nous incombe et nous devons marcher pour protester contre la balkanisation de notre pays. C'est le devoir de tout Congolais de protéger le patrimoine commun qu'est notre pays, de se lever comme un seul homme, de mettre nos divergences de côté et d'avancer. Le terrain est désormais propice au mouvement de la société civile. Nous exigeons qu'on puisse nous fermer toutes les frontières de la RDC avec le petit Rwanda et le petit Ouganda. Nous sommes en train de regretter et de condamner carrément ce silence, ainsi que cette implication de la communauté internationale dans l'agression dont nous sommes victimes, nous Congolais. L'insécurité dans l'Est sort les gens dans la rue. Même si la mobilisation n'est pas au rendez-vous, il reste que la manifestation était une opportunité aux uns et aux autres pour rappeler que l'heure est grave face aux multiples maux qui minent la partie orientale ces dernières décennies. Ça fait des années que la RDC est agressée par le Rwanda. Des millions de Congolais sont décédés.
Aujourd'hui, nous marchons pour dire non à cette agression, mais dire surtout à nos forces armées congolaises que nous sommes derrière eux. Nous, Congolais, nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit morcelé, balkanisé. Parce que Dieu qui nous a créés a donné à chaque nation sa portion de terre pour y vivre et pour y être heureux. Les personnes qui ont répondu à l'appel lancé se sont montrées assez préoccupées pour l'occupation énième et la violence sous toutes ses formes dans l'Est, pour dire halte à l'insécurité et interpeller qui de droit pour des mesures appropriées. Les manifestants ont tenu à dénoncer le silence complice de la communauté internationale, son implication et sa manipulation. Nous sommes là pour dire non aux prédateurs de nos richesses. Nous sommes là pour défendre la patrie, pour défendre la terre que Dieu nous a donnée. On voit qu'il y a des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent agresser notre pays. Il y a le Rwanda derrière le Rwanda. Il y a des grandes puissances qui sont derrière le Rwanda. Voilà pourquoi nous marchons pour dire non à cette agression et puis défendre notre terre et notre patrie. L'Union européenne aujourd'hui, sous le lobbying du président Emmanuel Macron, se permet de débloquer 20 millions d'aides supplémentaires pour aider les forces de défense rwandaises. On voit bien ici quels sont les enjeux, quels sont les intérêts politiques, économiques, géostratégiques qui se trament encore une fois dans notre pays. Que faut-il encore pour que les gens sortent encore dans la rue? Si aux marches de protestation depuis quelques années, il y a plus de spectateurs que des marcheurs, le peu d'engouement se justifie par la méfiance et si omniprésent qu'on n'ose plus se montrer face aux bourreaux, les politiques et dénoncer le laxisme des pouvoirs publics. Les acteurs du mouvement qui initient ces manifestations ne s'attendent pas à ces peu d'engouement. La population n'est-il pas concernée? Nous sommes déterminés parce que nous souffrons dans notre pays. On va marcher même si la police essaie de nous en empêcher. Ce refus, à l'origine, n'est que grogne populaire. Une partie du peuple exprime son ras-le-bol face aux dirigeants. Un mal-être suite au comportement de nos politiques qui s'enrichissent au détriment de la population. L'hôpital Saint-Joseph a déjà reçu 3 personnes. 3 personnes, dont 2 blessées par arme à feu grave. Et la 3e personne qui a reçu aussi une balle dans la poitrine qui est décédée. Il n'est pas judicieux d'organiser une marche ou un rassemblement si l'on ne peut pas compter sur un public nombreux, car cela risque alors d'indiquer que la cause n'a pas d'importance aux yeux du public. Jean-Marie Kassamba appelle de mobilisation tous azimuts derrière les FARDC. Dans quel coin de la capitale est-ce que vous avez marché? Personnellement, je n'ai pas vocation à marcher. Je suis plutôt un professionnel des médias. J'encadre les journalistes qui doivent, eux, faire une grande guerre que nous avons commencé déjà depuis un certain temps contre cette balkanisation planifiée depuis longtemps et qui se concrétise maintenant. Nous l'avons déjà dit pendant très longtemps qu'il y a une espèce de naïveté dans le chef de nos compatriotes, en commençant par beaucoup de dirigeants, et que souvent on n'est pas écouté. Et donc nous sommes au front pour rappeler encore que le Congo, si on ne s'y prête pas, sera balkanisé et sous la barbe de tous ceux qui ont toujours proclamé leur amour pour notre pays. Alors quel peut être l'impact justement ces marches organisées ce dimanche par l'Église catholique, dans l'optique justement de la mobilisation, quel peut être l'impact pour des Congolais de marcher sur les décideurs? Il faut d'abord comprendre que les marches, ce sont des manifestations initiées notamment par les Occidentaux dans leur façon d'exprimer la démocratie, ou plutôt la protestation lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Mais ce ne sont pas les marches qui changent quelque chose. Les marches, c'est l'accompagnement, c'est la manifestation publique des masses. Il faut une démarche plutôt réfléchie en termes de diplomatie, en termes de pression politique, en termes de protestation, cette fois-là, orientée vers des vrais instigateurs de ce qui se passe. Et donc, que ce soit les catholiques aujourd'hui, les partis politiques timidement, il faut une autre approche pour se faire entendre. Il y a comme dans les chefs des Congolais
une espèce de fatalité qui ne dit pas son nom. Rappelez-vous qu'en 1960, on avait déjà planifié ce que Lumumba appelait balkanisation, ce qui s'appelait la balkanisation de ce pays. Et ce qui a sauvé notre pays en 1960, c'est le réveil. Il y avait déjà les terreaux qui étaient installés par les Belges avec la cession du Sud Kasaï, la cession du Katanga, beaucoup de mutineries. Mais les Américains et une partie des militaires et surtout de quelques politiques congolais, notamment Tshombe, ils ont empêché que cela ait lieu. En 1965, Mobutu a sifflé un peu la récréation pour entrer dans une espèce de parti unique qui nous a conduit de 1967 jusqu'à ce qu'il soit parti. Et donc, aujourd'hui, ce dont il est question ici, c'est une prise de conscience des Congolais. Il n'est pas indiqué de se fourvoyer dans des petites querelles de personnes. Comment expliquer que les leaders de la classe politique, majorité, opposition confondus, on ne les a pas vus? Est-ce que vous avez vu Jean-Pierre Bemba? Non. Est-ce que vous avez vu Fayoulou? Non. Est-ce que vous avez vu Mouzitou? Non. Est-ce que vous avez vu il y avait le président du Sénat qui était là. Mais justement, François Hollande a marché lorsque la France a été frappée par le terrorisme. Alors justement, est-ce que ce n'est pas, quand vous parlez d'une nouvelle approche qu'il faudrait mettre sur table, est-ce que ce n'est pas justement dévié dans le sens de cet appel, lorsqu'on voit, c'est un appel national, mais on voit des clergés, des églises de réveil, chacun à son tour marcher, des partis politiques, chacun marcher à son tour. Est-ce qu'il ne faudrait plutôt pas se fédérer un jour pour tous se ranger sur la route? Comment impulser la dynamique de refus de la balkanisation? D'une part, il faut expliquer clairement aux Congolais que si vous ne faites pas attention, on va balkaniser ces pays comme la Somalie, on va balkaniser ces pays comme le Soudan, comme on a fait avec... aujourd'hui, c'est l'Ukraine. Et donc, il y a déjà une jurisprudence. Le Congo utile risque de partir si vous ne faites pas attention. Deuxièmement, il faut rassembler les Congolais. Rassembler, qu'est-ce que ça veut dire rassembler? Taire les petits calculs électoraux en termes de 2023. Arrêter certains, poursuivre d'autres, engager parfois des démarches qui frisent l'acharnement. Tout ceci frise. Parce que un peuple divisé, c'est un peuple qui est fragilisé. Et les autres nous regardent, ils observent. Les Rwandais en premier. Et d'ailleurs, les Rwandais jouent beaucoup sur ça. C'est en leur faveur. Oui, ils jouent beaucoup sur ça. Ils regardent dans la classe politique parce qu'ils l'ont déjà infiltré. Bon, est-ce que Fayoulou s'entend avec Tshisekedi? Est-ce que Tshisekedi s'entend avec Kabila? Est-ce que Kabila s'entend avec Katumbi? Est-ce que Bemba est clair dans ce qu'il fait? Ils jouent là-dessus. Si on est sincère avec nous-mêmes, on doit impulser une dynamique d'intégration de forces. D'unité, D'intégration de forces. Il faut mettre suffisamment de moyens financiers dans la guerre médiatique, dans la guerre avec les forces vives, les ONG. Est-ce que vous savez que, 80% de nos ONG sont financées par ceux qui veulent balkaniser? Comment voulez-vous qu'une ONG qui est financée par l'Union européenne, qui est financé par les États-Unis, Suède et tout ceci, puisse avoir un discours assez musclé? C'est assez étonnant d'ailleurs que l'Église catholique sorte un peu de son silence légendaire en matière de dénonciation du complot international. Est-ce que le problème aussi n'est pas peut-être dans le slogan mobilisation derrière le chef de l'État qui ne fédère pas également ceux qui, d'un point de vue vision, ne sont pas derrière le chef de l'État? C'est l'un des handicaps du discours. Parce que les gens pensent que quand ils vont marcher, c'est pour... Sous l'impulsion de... Oui, c'est pour... Mais il faut que lui-même, Félix Tshisekedi, fasse la démarche d'approche. Qu'est-ce qu'il attend, par exemple, d'appeler les leaders de la classe politique? Peut-être le faire d'une manière informelle, et les formaliser. Il ne perd rien en le faisant. Ça se fait partout dans le monde. Mais il y a des gens parfois autour de lui qui disent non, si vous faites ça, vous allez montrer que vous êtes faible, si vous faites ceci, ils vont récupérer. Non. S'il le fait franchement,
s'il envoie des émissaires, voir Katumbi, voir Kabila, voir Fayoulou, voir Kamere, et surtout leur dire, ici il n'est pas question de partage de pouvoir, il est question de défendre notre pays. Allez, que chacun donne sa solution à ces problèmes. Alors la même Église catholique, sous le régime passé, a pu mobiliser, on le voyait, il y avait l'engouement, mais cette fois-ci, on a comme l'impression que ce n'est pas la même chose. Est-ce que c'est peut-être pas la tête de Kabila à l'époque qui fâchait? Il y avait une dose. Qu'est-ce qui justifie? Il y avait une dose d'acharnement, une dose de Kabila bashing, et parfois les gens ne comprenaient pas les enjeux. Aujourd'hui, l'histoire donne raison à Kabila, qui avait en quelque sorte barricadé le pays. Il a été l'un de ceux qui avait expulsé ici l'ambassadeur de l'Union européenne, qu'on a fait venir. Là, j'ai écouté une sœur disant, l'Union européenne vient de donner 20 millions, ouais, à Kagame. Kabila avait chassé ici, par les services naturellement, une journaliste qui faisait de la propagande. Mais cette journaliste a été rappelée le plus rapidement possible aussitôt. Aujourd'hui, on l'a fait partir parce qu'elle était toujours dans la même dynamique. Il faut souvent s'inspirer de ce qui s'est passé hier, faire des bonnes analyses et tirer le meilleur de tout cela. L'Église catholique et certaines ONG, ou plutôt certains membres de la société civile, qui étaient en quelque sorte pour la plupart manipulés dans Sidi Kabila bashing, non seulement ne marchaient pas forcément pour la démocratie, ne marchaient pas forcément pour que les choses aillent dans le bon sens. Aujourd'hui, nous avons la bonne cause, protéger notre pays. La bonne cause, il faut que ce pays reste entier. Et il n'y en a pas suffisamment. Est-ce que c'est aussi un problème de crise de leadership? Peut-être les Congolais n'ont plus confiance aussi. Oui, on peut le dire. Il y a un peu de leadership, mais également le message, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut qu'il soit limpide. Moi, je salue ce que fait Patrick Mouyaya. Beaucoup de courage, il est clair, mais il ne doit pas être seul. Tous ces partenaires de Félix Tshisekedi dans l'Union sacrée, est-ce que vous les sentez? Non. Beaucoup d'ailleurs sont concentrés sur la répartition des postes, les nominations, que sur la consolidation du pouvoir. Est-ce que le Congo voudra quelque chose lorsqu'il sera balkanisé? Les 14 milliards dont on parle, c'est les mining. Mais quand on va couper une partie du Congo ici, parce que ça part de la province orientale jusqu'au sud Kivu, tous ces côtés, c'est riche, richissime. Il ne va pas nous rester que les Katanga. Parce qu'en Boujuma, enfin, chez moi au Kasaï, on n'a pas encore commencé à exploiter suffisamment. Alors, est-ce que cet état de choses ne conforterait pas justement cet adage qui dit que les Congolais sont prompts à se réunir autour des rencontres, colloques et autres, mais pas prompts à s'unir, car on peut se réunir sans s'unir? Mais c'est d'autant plus vrai que la diaspora qui s'est mobilisée autrefois, depuis 2011 jusqu'en 2017, dans du Congo bashing, dans du Kabila bashing, on a créé tous les concepts, au point même de rendre l'image d'autres pays très médiocre. Moi, je me pose la question, on est suivi là, à travers le monde, notamment par la diaspora congolaise. Que fait-elle suffisamment en Afrique du Sud, à Paris, aux États-Unis? Quand est-ce qu'ils ont approché les dirigeants de ce pays-là? Quand est-ce qu'ils ont créé des scandales? Bon, on a vu pourquoi seulement il y a Gims qui fait la chanson? Où sont les chansons de dénonciation? Moi, je ne suis pas d'avis qu'on fasse que seulement des belles chansons ici à Kinshasa, nos artistes et musiciens. Bon, c'est souvent payé d'ailleurs pour faire ça. Beaucoup ne le font pas d'une manière aussi spontanée. Mais ceux qui sont à travers le monde, aujourd'hui l'Internet, c'est l'arme fatale. Combien de réseaux on a piratés, notamment rwandais, avec des messages. Moi, je pense qu'il ne faut pas être aussi naïf à croire que ce pays sera défendu par les pays de la sous-région. Les médias également, vous êtes accusés de ne pas faire, dans vos programmes, hein, par exemple par des logos et autres, les médias sont accusés également de ne pas booster. Mais écoutez, suivez Télé 50, vous allez voir que j'ai créé des émissions spéciales, des plateaux spéciaux. Moi-même, les dessous des cartes que j'explique depuis toujours dans cet édito raconté, des émissions
dédiés, avec quels moyens logistiques pour le faire? Telle est la question. Nous devons garder présent à l'esprit que si on ne le fait pas sérieusement, ce pays va partir. Ce n'est pas une affaire de Félix Tshisekedi. Alors, en 2-3 mots, qu'est-ce que vous suggérez pour que cette mobilisation, tous azimuts, revienne? Qu'est-ce que vous aurez pour ça? Il faut que le président de la République fasse l'approche claire avec la classe politique nationale. Il faut que le président de la République reçoive, comme il a fait pendant les consultations, là, quand il a mis en place l'Union sacrée, les forces vives, enfin du moins les leaders. 2, il faut mobiliser suffisamment des moyens logistiques et financiers. On ne donne pas suffisamment assez. 3, il faut taire les poursuites, la stigmatisation, les divisions communautaires. Ici, il n'est pas question de pouvoir, il est question du pays. Et donc, les gens qui donnent des conseils qu'il faut aller, entre-temps, parallèlement préparer 2023, empêcher Matata Mponyo d'être candidat, poursuivre tel en justice, ce sont des stratégies qui ne peuvent pas, en quelque sorte, consolider cette guerre. Parce que nous sommes en guerre, en réalité. 4, il faut donner suffisamment de moyens à nos forces armées. Il faut acheter des armes, les services de renseignement, les services d'intelligence. Nos diplomates doivent avoir des moyens. Des moyens de faire quoi? Pour mobiliser à l'extérieur. Oui, mais qu'ils aillent dans des lieux où se décident ces choses. Et on doit identifier... Vous parlez le langage de la rue? Non. Nos diplomates doivent aller aux Nations Unies, à l'Union européenne, fréquenter des gens qui décident. Souvent, ils n'ont pas les moyens de le faire. Et enfin, il faut mobiliser les personnes ressources, les personnes d'influence, qui doivent médiatiquement prendre position. Et puis, laisser les gens s'exprimer devant les ambassades, devant les représentations, devant la MONUSCO, les encadrant. Pas les annuler des manifestations, par exemple, comme j'ai appris à Goma, alors que ces jeunes étaient motivés pour se faire entendre, parce que les Occidentaux en général, ils scrutent l'opinion. Mais si vous empêchez les gens de s'exprimer 1 fois, 2 fois, il y a même des blessés, ils vont se décourager. Allez, on se projette en 2023, c'est tout de suite dans le second dossier.